Voici les propos tenus par Agnès Verdier-Molinier le 24 janvier 2023. On n'a pas dit aux Français la vérité, c'est-à-dire que si on ne fait pas la réforme des retraites, eh bien on va vers une attaque des marchés sur la dette française et ça, il faut absolument l'expliquer. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi ces attaques de marché sur la dette pourraient bien emporter l'immobilier avec elles. Reprenons. Le 15 janvier 2023, je vous faisais une vidéo pour expliquer pourquoi les retraites ne seront pas payées, ou tout du moins pourquoi elles seront payées dans le meilleur des cas en monnaie de singe. L'affaire est très simple. En 2022, la France a encaissé 354 milliards d'impôts, mais elle a dépensé 513 milliards. Au final, c'est un trou de 151 milliards, soit 43% de déficit. Dit très simplement, les dépenses publiques de la France sont insoutenables par rapport à ses revenus. Lorsque vous entendez que le déficit est de 4,8% du PIB, dites-vous bien que ce chiffre ne reflète absolument pas la réalité, puisqu'il compare le déficit au PIB, ce qui n'a pas de sens. C'est comme si une personne surendettée allait voir son banquier en lui disant « Oh, vous savez, les 200 000 € que je vous dois, c'est bien peu de choses comparé à la richesse du pays. » Le PIB n'est pas le revenu de l'État. Le revenu de l'État, ce sont les impôts. Donc le déficit sur la dépense publique doit se comparer aux impôts, et non à la richesse produite par le pays. C'est évident, mais il vaut mieux être très clair là-dessus. C'est pour cela que j'ai terminé ma vidéo sur les retraites en vous disant « Peu importe l'âge de la retraite puisque le pays sera incapable d'honorer les retraites promises. » La seule question qui doit vous préoccuper, comment puis-je gérer mon épargne pour me débrouiller par moi-même pour mes vieux jours ? Ceci étant rappelé et suite au drama sur les retraites qui a opposé un président borné et un peuple qui lutte pour quelque chose qu'il ne peut matériellement pas avoir, Fitch, qui est l'une des 3 agences de notation à l'échelle internationale, avec Moody's et Standard & Poor's, et qui a pour objectif, entre autres, de donner une note de confiance dans la dette des différents pays, a dégradé la note de la France le 28 avril 2023. Qu'est-ce que cette histoire de note peut bien signifier ? Tout d'abord, sachez que ces notes de crédit sont aussi suspicieuses que leur élaboration semble mystérieuse voire fumeuse. D'ailleurs, ces 3 agences de notation étaient au cœur du scandale de la crise de 2008, car suite à l'effondrement du marché immobilier, on s'est rendu compte que les méthodes de notation des crédits immobiliers étaient en carton-pâte. Mais bon, une grande partie des marchés financiers utilisent ces scorings des agences de notation pour décider du taux d'intérêt qu'ils vont demander à tel ou tel pays quand ils leur prêtent des sous. Donc, lorsque ces notes baissent, les marchés prêtent pour plus cher. Et évidemment, cela n'arrange pas les finances publiques et au bout du compte, ce type d'engrenage se termine comme en Grèce en 2012, avec le FMI qui tape à la porte du gouvernement pour élaborer un plan de sauvetage. L'autre sujet, c'est que les taux d'intérêt remontent en force en Europe à cause de la politique de lutte contre l'inflation de la Banque Centrale Européenne. Inflation qui repart à la hausse en avril d'ailleurs. Pour se résumer, la note de la France baisse, ce qui fait monter les taux d'intérêt qu'on lui demande sur les marchés, en même temps que les taux montent de façon globale à cause de la politique de la BCE. C'est donc double punition. Tout cela n'est pas nouveau, puisque sur le long terme, on voit bien que la tendance à l'explosion des déficits est très claire. Enfin, comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'une évolution proportionnelle, linéaire, mais bien d'une croissance exponentielle, géométrique, pour les raisons que l'on vient d'évoquer. La France est entrée dans un cercle vicieux. Alors quel est le rapport avec la valeur de votre immobilier pour en revenir au sujet de la vidéo ? Eh bien si on prolonge la courbe quelque part autour de 2025, le déficit de la France pourrait bien dépasser le budget total de l'État de 250 milliards. À ce stade, cela signifie que tous les impôts levés sont destinés à payer les engagements financiers de l'État, divers et avariés. Et évidemment ce n'est pas possible puisque les prêteurs n'ont aucun espoir de voir revenir leur argent dans ce cas-là. Le pays est dans ce que l'on appelle une trappe à dette et la partie est finie. C'est là que le FMI frappe à la porte du bureau du président français. Puisque la France se refuse à vouloir sortir de la zone euro, il lui sera impossible de dévaluer sa monnaie pour faire porter la charge de cette faillite sur ses créanciers. Donc il reste l'ajustement par les coûts, à savoir couper environ un tiers des dépenses de l'État pour repasser à quelque chose de plus normal, disons autour de 40% des dépenses publiques par rapport au PIB. Ah oui, vous avez bien compris. Pour éviter de saigner les créanciers, ils vont se rattraper sur vous. Mais alors, quelles dépenses pourrait-on couper ? Quand on cherche à enlever un tiers, il faut tailler fort dans les gros postes de dépenses. Sur ce graphique, vous voyez que le plus gros poste de dépenses, c'est la protection sociale, qui comprend en majorité les dépenses pour les retraites et la santé. Donc, au moins un tiers de sécu et de retraite en moins pour les fonctionnaires et les plus pauvres. Pourquoi dis-je au moins ?
Une telle cure d'austérité provoque une récession auto-alimentée sur plusieurs années, car lorsque vous diminuez les retraites, vous détruisez du chiffre d'affaires pour toutes les entreprises qui vendaient des choses à ces retraités. Et c'est la même chose pour toutes les catégories de dépenses. Purger toute la valeur qui s'est bâtie autour sur des faux revenus est long et douloureux. Le fameux multiplicateur keynésien cher aux économistes de gauche issus de la Sorbonne notamment, qui veut que l'on crée de la richesse en finançant un train de vie au-dessus de ses moyens, se transforme en retour de bâton très douloureux que j'appelle le diviseur soviétique, tant ces politiques socialistes ont tendance à consommer le capital d'un pays jusqu'à finir pieds nus dans la neige. Ceci dit, à la fin, effectivement, vous avez accompli le rêve de l'égalité dans la pauvreté. À ce stade, l'un des secteurs clés de l'économie qui est touché, c'est le secteur bancaire, car ses clients font faillite, donc ne remboursent pas leurs prêts, et dans le même temps, la valeur des actifs en garantie de ces prêts diminue, car le pays est en récession, s'appauvrit, donc toutes les valeurs baissent. Comme les garanties ne couvrent plus les prêts non remboursés, les banques font faillite. Comme elles ne peuvent pas faire faillite, la Banque centrale intervient avec le gouvernement et sauve les banques, ce qui ne manque pas d'énerver passablement les contribuables, à juste titre car les banquiers centraux ont également tendance à sauver les banquiers, bien qu'ils aient largement participé à ce grand n'importe quoi. Et à la fin de tout cela, comme votre pays est plus pauvre, eh bien le système bancaire n'a plus autant accès au crédit. Les banques de dépôt et de prêt se transforment en caisses d'épargne. Et c'est là que ça pêche pour l'immobilier. Rappelez-vous qu'il y a 3 éléments qui font le prix de l'immobilier. Premièrement, le niveau de vie de la population, c'est la base. Dans ce scénario, la richesse du pays a baissé d'environ 30%, donc cela va affecter le pouvoir d'achat de la population, bien évidemment. Deuxième facteur, la tension entre l'offre et la demande. Là, ça ne change rien de fondamental. Enfin, le troisième paramètre, les conditions de crédit, taux d'emprunt et durée d'emprunt qui permettent de faire du levier sur le niveau de vie initial. Plus vous empruntez longtemps et plus vous empruntez avec des taux bas, plus vous pouvez emprunter beaucoup d'argent avec les mêmes revenus de base. Comme la situation dans ce scénario est plutôt morose, dirons-nous, les banques prêtent moins, pour plus cher et sur des durées plus courtes. Et là, vous vous rendez compte que l'immobilier est parti pour un grand cycle baissier de nombreuses années, aussi longues qu'une journée sans pain, comme le disait mon grand-père. C'est pour cela que, personnellement, j'ai revendu tout mon immobilier en France et que je suis tranquillement en train de réinvestir dans d'autres pays comme la Turquie, et ça se passe très bien. Bref, gardez en tête que l'immobilier est un type de bien qui prend en valeur dans les phases de croissance économique, car le prix de l'immobilier reflète l'attractivité d'une région ou d'un pays, ainsi que la richesse de ses habitants. Alors oui, précisons quand même que si vous n'avez pas l'impression de vous être considérablement enrichi dans les 10 dernières années, mais que vous avez pourtant bien senti que les prix de l'immobilier se sont envolés, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'un transfert de richesse qui a été prélevé sur votre patrimoine à destination des patrimoines des plus riches qui ont pu bénéficier des largesses monétaires de la Banque centrale européenne via, entre autres, la baisse des taux d'intérêt. Pour la faire simple, lorsque la BCE s'est lancée dans une grande campagne de baisse des taux d'intérêt, les plus riches ont pu emprunter plus. Grâce à cet argent facile et gratuit, ils ont pu acheter de l'immobilier, ce qui a fait monter son prix. Aujourd'hui, ils revendent en faisant une bonne plus-value depuis quelques trimestres, semestres, et tout se passe très bien pour eux. Et je suis sérieux, je peux vous dire que parmi les gens que je connais, qui ont beaucoup d'argent et qui s'y connaissent en investissement, ils vendent leurs biens immobiliers en France. Et certains que vous connaissez n'en font d'ailleurs aucun mystère. Et vous savez pourquoi je me sens extrêmement bien ? Parce que j'ai une bonne nouvelle. Je n'ai plus d'immobilier en France. Ah, mais oui, c'est vrai. Et donc je vais pouvoir regarder le marché de l'immobilier se casser la gueule. Et ça ne me concernera pas. Et je suis content. Et je ne vous parle pas des autres cas car je suis discret, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Mais genre, beaucoup. Mais alors est-ce que tout est foutu en France ? Non, bien sûr que non. La situation actuelle n'est pas des plus confortables, mais on peut approcher le problème sous 2 angles pour s'en sortir. En termes de revenus et en termes de patrimoine. En termes de revenus, si vous êtes une personne utile aux autres, à savoir quelqu'un qui produit quelque chose d'utile pour lequel les gens sont prêts à payer en contrepartie, vos revenus peuvent et vont sûrement souffrir, et votre train de vie va aussi peut-être baisser, mais vous vous en sortirez si vous êtes prêt à vous adapter. Par contre, si vous êtes ce que j'appelle un noircisseur de case Excel, une personne dont les revenus dépendent des prestations sociales ou un retraité,
alors là vous allez trinquer. C'est ce qui se passe déjà au Japon par exemple, où les personnes âgées en difficulté vont jusqu'à commettre des petits crimes pour aller en prison afin d'être logées et nourries. Pourtant, la population qui travaille s'en sort bien. Et en termes de patrimoine, c'est plus simple car le chemin est assez évident. Se débancariser de l'Union européenne et envoyer son épargne dans des pays en croissance. Mon choix personnel va aux pays producteurs d'énergie ou alors à leurs clients directs. Typiquement en Turquie, on a investi à Antalya car nous faisons de la location touristique à des touristes des pays du Golfe qui payent en dollars. Ouais, vous voyez le principe. Puis en plus, Antalya avait le bon goût de ne pas être sur des failles sismiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si collectivement il n'y a pas d'autre solution que la faillite du système, il y a tout un tas de solutions à titre individuel. Et ça tombe bien car agir sur votre vie est complètement à votre portée. Il est beaucoup plus simple de se changer soi-même que de changer de système. De plus, pour ceux qui auront su éviter les coûts, espérez que le retour à la réalité se fasse le plus vite possible en France, car une fois tous les comptes remis au bon endroit, il y aura beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs. Si le système tombe, je suis donc tout à fait optimiste car ce sera un moment où l'on pourra recommencer à créer de la vraie valeur. Également, pour bien comprendre la place de l'Union européenne dans le monde d'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo que je vous recommande qui vous expliquera quels sont les problèmes à venir auxquels les Français doivent faire face. Et là, bonne nouvelle, c'est que si vous connaissez les problèmes à résoudre, alors vous pouvez penser à vendre des solutions locales que vous pourrez proposer aux autres et devenir utile dans ce monde qui change vite et fort.